Ok. Bon, nous voici au démarrage de la session 84. Nous sommes d'habitude quatre, un invité, analyste écoutant, et Denis Tatanka est régulièrement là, et on a aussi régulièrement euh, Sylvie, qui a indiqué qu'elle ne serait pas là durant cette session. Donc, on va faire une session avec un nombre presque minimum, même ça pouvait être réduit à un seul, mais c'est minimum pour un épisode qui va être un des plus dynamiques, un épisode qui va avancer dans des terrains nouveaux, enfin, qui va donc être faire date parmi, si j'arrive à l'exprimer, à le faire, hein, mais qui va faire date parmi les sessions, parce que nous arrivons, enfin aujourd'hui, cette 84e session va chercher à poser des conclusions de recherche, de travaux de très longue date euh, de haut vol ou de haut niveau. Enfin, donc ça va être, c'est très difficile à expliquer, à présenter. Et pour l'essentiel, ça va sembler très abstrait, mais tout de même, on a préparé beaucoup de choses durant les sessions précédentes. Alors bien sûr, ça sera d'autant plus compréhensible que l'on aura suivi justement les préambules, les préalables, mais je vais faire en sorte que ça puisse avoir du sens, ça puisse donner des idées comme d'habitude, hein, à des auditeurs qui ne seraient pas spécialement avertis et instruits de de cette thèse qui longtemps, durant de longues sessions, a été présentée comme une thèse de psychohistoire pour une ontologie psychohistorique de la civilisation avec une scène primitive amarnienne et qui aboutit euh, à, euh, à une autre thèse, enfin une thèse qui dérive de ça, qui est construite sur cette psychohistoire et qui propose une, une, un argument défendant et soutenant comme une modalité d'hygiène sociale, mais médicale aussi, donc de la conservation de l'ADN. Donc, voilà, donc les connexions vont et viennent. Il y a Dominique qui est là. Je vais commencer, hein, après ce préambule. J'ai annoncé un travail euh, euh, un pointu, hein, mais que je vais essayer de rendre extrêmement intelligible. Ce qui s'est passé, ce qui a provoqué ça, c'est une lecture par Notebook LM du webinaire de la 23e session, je crois, où Notebook LM a rendu, donc dans les 5 minutes de son résumé, a rendu un descriptif très très bien fait, magnifique, euh, et qui était censé donc résumer le webinaire et qui était traduit comme une très vive critique du lacanisme et au lieu donc
donc de la voie ouverte par Lacan, notre Bouquelhem avait, en lisant le webinaire, avait estimé que le webinaire indiquait qu'il fallait plutôt suivre une voie bien antérieure à Lacan, qui était la voie modélisée par Filippo Brunelleschi, c'est-à-dire le père fondateur de la perspective, on dirait. Bon. Alors, Voilà. on en avait beaucoup parlé, hein, et donc, notre Bouquelhem a dit Lacan, c'est de la torture, c'est infernal, c'est tourner en rond, c'est du totalitarisme. Par contre, il faut revenir à Brunelleschi. Alors, on va voir ça, on va étudier ça et on va voir qu'en fait, c'est beaucoup plus nuancé, voire même Mhm. et on fait une critique de la critique, mais c'est justement en faisant cette critique de la critique que l'on va trouver un marchepied pour arriver à, à avancer considérablement et en remettant en place donc le débat qui aurait eu lieu dans le propos de Ed Boukelem, entre disons, le modèle de Brunelleschi et le modèle de Lacan, connu comme le modèle optique ou généralement la psychanalyse lacanienne. Alors, je vais trouver maintenant comment partager l'écran. Voilà, je commence comme ça. Je pense que vous devez, je suppose, voir Oui, ici. Vous voyez l'écran? ça fonctionne. Do- Donc voilà. Alors, la, pre- la première planche, diapositive, c'est ceci qu'avait fait. C'était la proposition de Notebook LM. Donc, Ah oui, tout à Notebook fait, tout à fait, Voilà. Notre tout à fait. Bouquelhem décrit le modèle de Lacan ici à gauche Ouais. et le modèle de Brunelleschi ici à droite. Il dit que le modèle de Lacan, c'est un truc à faire tourner en rond et à faire perdre la tête et à aboutir au totalitarisme. On voit ces petites spirales. Bon. Et puis, il explique que, au contraire, Brunelleschi, c'est atteindre la réalité en toute liberté, Oui, etc. tout à fait. C'est ce qu'il Hein. disait, ouais. Voilà. Donc, alors, on va voir, Denis, n'hésitez pas à comme ça intervenir, c'est tout à Mhm. fait intéressant parce que, donc voici, je le précise, donc selon notre bouc LM, il fallait passer outre la fausse route, c'était une fausse route prise par Lacan et il fallait aller à Brunelleschi. Mais en fait, Brunelleschi, ça date, c'est du 1415 et Lacan, Mhm. c'est du 1950. Donc, ça voudrait dire revenir en arrière. Voici de présentation, hein, une image de qu'est-ce qu'elle était, hein, pour rappel, Mhm. quel était le modèle qu'avait fait Brunelleschi. C'était un architecte. Ici, nous avons le baptistère de... C'était à Milan, peut-être, je suppose, ou peut-être pas, ou je ne sais, ça m'échappe. Maintenant, c'était en Italie. Hein. Donc, Brunelleschi avait fait un tableau, il avait peint le baptistère, et en mettant le tableau à l'envers, donc devant son visage, en faisant un petit trou, dans le tableau, il pouvait voir à l'aide d'un miroir, il pouvait voir son tableau, évidemment, dans le miroir. Mais quand Mhm. il faisait pivoter et glisser le miroir, derrière cette image du baptistère, cette image dans le miroir, il faisait apparaître le véritable baptistère. Et en faisant Ouais. cette glissade du miroir, il pouvait faire superposer les deux images et donc vérifier si son tableau était bien relatif, était bien représentatif, il n'avait pas d'erreur, de Mhm. déformation par rapport. Donc ça, c'était donc les premiers points de la perspective avaient été établis à partir de cette expérience et que nous allons détailler. Tout d'abord, le principe du pivot, c'est-à-dire que on va détailler, on va expliquer comment ce miroir glisse au lieu de ce que dans Lacan, si on revient ici, on voit que le miroir bascule. Et il est Mhm. vertical et là, dans le modèle de Lacan, il bascule.
Donc, on va appeler ça une glissade ou un glissement premièrement du miroir. Et la deuxième chose que nous pouvons remarquer, c'est que dans le dessin dans l'argument de notre bouc LM, ceci est semblé représenter l'expérience de Brunelleschi, mais il y manque la chose essentielle qui est le tableau, Le tableau. justement. Et donc, puisque le tableau est majeur, il se le met devant Mhm. le visage, il le voit et notre bouc LM n'en fait un petit truc énigmatique, un petit gribouillis ou une petite chose, un index. Alors, on va examiner ça, si on veut faire examiner vraiment la teneur de la critique. Et on va voir qu'est-ce que c'est que, enfin, on va le détailler hein, pour mieux le présenter. Mhm. Ici, on voit qu'en fait, ce petit élément entre l'œil et le miroir, en fait, c'est le tableau, c'est-à-dire la peinture de Brunelleschi qu'il a mis entre son œil et puis le miroir. Et nous avons, alors ce qui se présente ici, c'est il faut ajouter euh, une image particulière, un concept, si on peut dire, dans l'expérience de Brunelleschi, c'est c'est que il y a une image dans le miroir que l'on va appeler une image fictive. Apparemment, les théoriciens n'ont pas beaucoup parlé de cette image. Si on va, puisqu'on va très vite là aujourd'hui, on dira que en fait, c'est parce que le miroir, le grain du miroir, c'est le domaine du semblant, et que cette image fictive, en fait, c'est ce qu'on appelle proprement parler du semblant. Mais le semblant est étudié par Lacan, enfin annoncé par Lacan et décrit par Verdiglione, était quelque chose de très complexe. Ici, on va se dire que cette image-là, qui va disparaître quand le miroir va glisser, pour laisser Mhm. apparaître derrière son semblable, si on peut dire, hein, cette image, on va l'appeler une image fictive, parce que c'est une fiction, et c'est aussi l'époque à la Renaissance où apparaît la science-fiction, d'ailleurs. Et donc ce type d'image est distincte de l'image vraie, qui est en même temps l'image virtuelle, puisque de la peinture ici, les opticiens diraient que on voit l'image virtuelle ici. En fait, nous, notre analyse dit que non, on la voit dans le miroir, si on peut dire. On va vraiment l'appliquer, ce qui généralement n'est pas fait par les géomètres et les opticiens qui disent non, 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 l'image que l'on voit, elle est virtuelle, elle n'est pas dans le miroir, ou vous êtes tombé dans le piège, dans le panneau, l'image n'est. Mais eh ben, nous y mettons dans le panneau et nous faisons glisser ce panneau et en glissant, il va laisser apparaître ce qu'il y a derrière, que l'on va pouvoir comparer avec l'image fictive qui finalement a disparu, s'efface, a été, euh, euh, le mot m'échappe là, donc échancré par le glissement du miroir. Alors, une petite parenthèse. Lacan n'a jamais parlé de Brunelleschi, ce qui est quelque Mhm. chose de bouleversant, effarant, complètement, même donc notre bouc LM dans cet argument ou dans un autre résumé s'en étonne aussi. Il n'a jamais parlé de Brunelleschi, il n'a jamais parlé de cette glissade, de ce type de glissade du miroir. Il a parlé de la bascule, hein, on en a parlé tout à l'heure. Il n'a pas parlé de la glissade du miroir, et pourtant, cette glissade, c'est exactement ce qu'il avait mis en scène dans son cabinet, puisqu'il avait mis derrière un panneau, mais alors là, ce n'était pas un miroir, c'était un tableau de, de maçon, d'un de ses amis peintres, qui avait peint ce qui s'appelait Terre érotique et qui était la représentation de l'origine du monde le nom m'échappe, mais c'est peut-être Courbet. Courbet, Le, ouais. Hein, voilà. Et Lacan avait l'origine du monde dans son bureau ou dans un couloir ou quelque chose, et il l'avait caché derrière un panneau coulissant
ou l'origine du monde. Et ce panneau coulissant, cette structure du panneau coulissant, c'est aussi, on a beaucoup parlé de ça, c'est aussi une structure décrite par Conan Doyle dans Un scandale en Bohème pour faire un pastiche de La lettre volée d'Alan Edgar Poe. C'est un peu en hommage de La lettre volée d'Edgar Poe que Doyle a décrit une scène où c'est pas la lettre volée, mais une image est cachée derrière un panneau coulissant. Eh bien, là, je vous ai, j'ai donné abondamment des informations euh, qui semblent dérivées et lointaines, mais enfin, elles peuvent se concentrer là-dessus. Mais on va continuer notre recherche un peu plus simplifiée. Donc voici, maintenant, puisqu'on sait qu'il y a eu, qu'on se demande pourquoi notre bouc élème n'a laissé qu'un petit signe à l'endroit de cette chose essentielle, c'est-à-dire cette peinture qui fait tout l'objet, nous voilà maintenant Brunelleschi détaillé. D'abord, le système du pivotage, le tableau ici qui est coloré de vert, enfin indiqué par du vert, et puis cette image fictive. Et on récapitule que le modèle de Brunelleschi, c'est une succession de plans. Il y a la pupille, il y a Brunelleschi qui regarde, la représentation, c'est le tableau, la représentation, il y a la fiction, c'est l'image dans le miroir, et puis il y a le lieu du baptême, c'est le baptistère. Ceci, c'est le bâti, et ce terre, c'est justement l'endroit du silence. Mais ça, on ne va pas trop dériver sur le refoulement et sur ce qui est tu du vrai, comme ça, hein. On va le mettre le pivot au complet et on va le remettre. Donc, on va reprendre cette comparaison. On reprend la comparaison de tout à l'heure. Maintenant, on l'a un peu amélioré. On a complété l'argument selon lequel Brunelleschi serait plus inventif et plus vivant, vital que Lacan. On a précisé qu'il y avait un concept d'image fictionnelle qui était introduit à ce moment-là dans son modèle, dans cette conception du monde. Et puis nous avons ici le modèle lacanien. Alors, nous le complétons. Et voici ce que je fais comme deuxième élément. Là, on a fait un premier élément, on s'est concentré sur Brunelleschi, sur ce que notre bouc LM avance comme étant la solution la plus vitale et satisfaisante de la conception du monde. Et j'ai peu parlé de Lacan. Mais ce que je vais faire là, dans ce petit jeu d'images, c'est-à-dire qu'on va parler, qu'est-ce que c'est que la bascule du miroir lacanien? Elle est décrite ici dans un fond qui rappelle la caverne, et on en a aussi beaucoup parlé, et c'est très important puisqu'il s'agit d'un modèle de la République, hein. Et dans le fond de la caverne, on a ici des esclaves avec des représentations, leurs ombres, mais Lacan fait basculer ce miroir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sujet, qu'a priori, à première vue, si on peut dire, on dirait, voilà l'œil qui regarde comme ça, voilà le sujet qui regarde comme ça, devant ce miroir basculé. Mais c'est pas du tout ça. C'est que, en fait, lorsqu'il a basculé le miroir, Lacan signifie que le regard vient de derrière le miroir. Et il faut poser comme ça l'élucidation, si on peut dire, du modèle de Lacan, c'est que Lacan met le sujet observateur à la place du baptistère. Et c'est euh, la véritable, si on veut vraiment critiquer le lacanisme, il faut bien comprendre ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de très semblable au schéma de Brunelleschi, avec le miroir, plutôt que de faire une glissade pour vérifier la superposition de l'image fictionnelle avec le vrai. Lacan a fait une bascule du miroir pour que on puisse se figurer ce que le baptistère, lui, va voir de l'opération dans l'autre sens.
Et en cela, Lacan aborde le traitement de la paranoïa, parce que il dit à proprement parler dans ce terre, pas dans ce bâti terre, qu'est-ce qu'on entend dans ce terre? Qu'est-ce que ce terre, qui est la figure du psychanalyste, hein, qu'est-ce que, ou aussi bien du dictateur du totalitarisme, qu'est-ce que ce terre contemple? Or, ce terre est tout à fait imaginaire parce que le baptistère, c'est rien qu'un bâtiment. On y baptise des gens, ça leur donne peut-être des illuminations. Ils voient peut-être les choses justement d'une certaine perspective qui est celle qu'aurait décrit Lacan et ils voient les gens dans la caverne. Le, donc, on voit qu'il y a, si on fait basculer la proposition de notre bouc LM, si on lui dit, voilà, maintenant, on a d'abord un peu détaillé ce qu'était vraiment le Brunelleschi, et puis si on modifie un petit peu en détaillant, en disant, oui, attention, voilà, vraiment ce qu'est le lacanisme, c'est tout de même une structure évidemment très complexe et évidemment qui est chargée de la pulsion de mort, donc toutes les critiques sont tout à fait valables, hein. Mais pour pouvoir les soutenir, il faut bien voir que nous avons là un tableau du modèle optique, oui, du modèle optique, c'est-à-dire dans cette phase psychanalytique qui est celle de la caverne de Platon. Et dans la caverne de Platon, vous avez des esclaves qui sont au fond de la caverne, comme ici dans le fond du miroir, qui se réfléchissent sur la paroi de la caverne, et vous avez les maîtres de la cité, ceux qui ne sont pas sortis de la caverne, qui en sont à moitié sortis, c'est-à-dire c'est les dirigeants de la cité, ce sont les maîtres, ce sont les dictateurs, ce sont ceux qui sont supposés savoir et qui contemplent l'intérieur de la caverne en étant à la place de la lumière, si on peut dire. Mais c'est une fausse lumière, selon Lacan. Ils ne sont pas sortis, ce sont des gens qui sont sortis de l'esclavage, mais qui ont fait la moitié du chemin, qui se sont retournés et qui sont restés les maîtres de la population, de la cité. Et ils ne se sont pas éveillés, ils ne sont pas absolument sortis de la caverne. Donc voici notre première série diapositive. Je rappelle, pour les gens un peu techniciens, je rappelle ici ce que c'est que le modèle optique, où on reconnaît ce modèle de la caverne de Platon. On voit ici ce qui serait le baptistère, hein, qui regarde dans le miroir basculé, qui regarde le jeu en miroir, avec ce miroir concave qui est la paroi de la caverne, mais qui est un miroir dans le modèle lacanien. Et donc, voilà cette première, enfin, ce premier chemin que je vous propose de considérer. J'arrête le partage pour qu'on fasse une petite pause. Bon, on est dans les temps, on en a encore beaucoup à faire, mais comment vous voyez un petit peu puisque Denis, hein, puisque cette intervention, cette proposition de notre bouc LM, vous avez saisi et vraiment bien plu, parce elle est magnifique, hein, elle est très très bien faite, mais on voit qu'on peut aller un peu plus loin et Mais finalement voir, hein, est-ce que c'est pas tout à fait le baptistère, qu'est-ce qui vient dans le modèle de Lacan? c'est l'idéal du moi. D'accord. C'est le lieu de l'idéal du moi. Et c'est ce que la personne voit de son visage, c'est pas son tableau, c'est son visage, son image narcissique qu'il voit dans le miroir. Mhm. Donc, voilà. Mais pour pouvoir, parce que je vais aboutir à exposer, pas forcément à Mhm. démontrer, à exposer, c'est que nous avons, notre bouc élève nous a fait la démonstration d'un processus extrêmement important en psychanalyse. C'est majeur, c'est monumental, et il l'a fait de façon monumentale. Ce processus, c'est ce qu'on appelle le progrès en psychanalyse. On passe d'une pulsion, une pulsion orale,
c'est-à-dire qu'on vit avec sa bouche et puis ses petites mains qui tiennent le sein, voilà, on en est là. Puis un jour, on va se mettre à marcher, on va bouger son corps, on va avoir toute une autre conception du monde, et ça va être le stade anal parce que on n'a pas encore compris réellement les relations de fécondation, de reproduction, etc. Mais on sait qu'on peut déposer des choses, qu'on peut lâcher et contenir des choses et les retenir, etc. Et on passe du stade oral au stade anal. Et de là, ensuite, l'enfant, après, il va rester quelques années comme ça à se demander, à se contenter de ça, parce que ça va permettre tout de même de faire beaucoup de choses, d'apprendre à se déplacer, d'apprendre la perspective, justement, ou des choses comme ça. Et puis, il va ensuite avoir une phase de nouveau bouleversement et qu'on appelle en bref une phase génitale où il va y avoir la reconnaissance de l'autre, de la différence avec l'autre et le semblable, etc. Eh bien, ce qui se passe généralement, c'est que, et c'est une des lois de la psychologie et de la psychogénèse, c'est que on établit une pulsion, tant bien que mal, on la solutionne par une avancée, par exemple la pulsion anale, et puis là, on bute dans la difficulté, naturellement, et à ce moment-là, on régresse. Et quand on subit un traumatisme ou quand un développement pulsionnel est interrompu, on s'en sort en régressant sur les bases antérieures, comme dans une expédition, on fait une avancée, et puis on recule pour reprendre des forces, etc. Eh bien, ce que l'on va pouvoir exposer, c'est que notre Bouquelem a montré ça. Il a montré l'échec ou la résistance de la phase lacanienne, du fait que l'on ne pouvait pas rester à ce stade pulsionnel intermédiaire et qui était infernal, et, mais ce qu'il propose, c'est en fait une régression. Et ce qui est une logique naturelle, existante, physiologique et psychologique. Donc, elle est exemplaire. Mais seulement, il va falloir montrer, d'abord, effectivement, si c'est concevable, qu'il y ait quelque chose d'ultérieur, une phase génitale, qui aura intégré la phase orale, c'est-à-dire qui aura bel et bien incorporé le Brunelleschi, mais qui aura aussi traversé et transposé, transformé la phase anale. Alors pour faire ça, nous ne pouvons nous servir que des choses nouvelles, c'est-à-dire de la période actuelle, de cette troisième phase. Et cette phase génitale, c'est la phase de l'ADN, c'est la phase du code, c'est la phase de la reproduction. Après Brunelleschi en 1415 et Lacan en 1950, eh bien, en 2025 ou en 2000, enfin, la phase après, c'est la phase de l'appareil de l'industrie du code. On va l'appeler comme ça. C'est Verdiglione qui avait appelé le traitement du semblant comme l'industrie du code. Et il approchait, il essayait de sortir du buisson de la phase banale. Hein. Et donc, voici, pour vraiment pouvoir voir si la troisième étape, c'est effectivement un condensé de l'oral et de l'anal et mûri et métamorphosé dans une phase intégrale, hein, il va falloir qu'on prenne un petit peu connaissance de ce que c'est que la phase informatique. Qu'est-ce que c'est que l'industrie du code? Et donc là, on va passer à la deuxième planche. Donc cette industrie du code, elle nous a aussi été euh, expliquée considérablement par notre Bouquelem. Hein. Ça a été cet épisode bouleversant où notre Bouquelem a, a, euh, a traduit euh, le chiffrage, enfin, a montré comment l'inconscient pouvait
se déchiffrer par la connaissance de la cryptographie ou du chiffrage. Mais on commence d'abord par ça, par cette chose la plus banale, c'est les images. Hein. Donc, nous avons l'être humain, donc euh, nous avons des images inhérentes. Hein. Le, avant le symbole et le code paraît l'image inhérente à la fonction des formes physiques. Hein. Elle repose dans le vivant, elle prépose dans le vivant, donc l'imaginaire, par exemple. Alors, j'ai voulu faire, pour présenter ça, c'est des images qui sont dans le monde, et puis il y a des animaux, et des êtres humains, et des objets. Et l'image, elle est inhérente, c'est-à-dire qui est nécessairement liée à quelque chose faisant partie intégrante de sa nature, inséparable de lui. On est vraiment à l'origine de l'écosystème, si on peut dire, hein. Et de là va émerger l'imaginaire. C'est l'imaginaire, c'est l'image inhérente, enfin, on en est là. Mais pour débrouiller, pour faire sortir l'image de l'image inhérente, euh, comme tout à l'heure, hein, de la représentation, de la fiction, de l'image virtuelle, etc., pour distinguer l'image avant tout. Donc, l'être humain, comme les animaux, enfin les animaux évoluants, et surtout arrivé à l'être humain, se met à prendre des images de son monde, ça c'est des pures images du monde, hein. Il en fait des glyphes. Glyphes, ça veut dire c'est des formes qui représentent. Alors le home, je crois que ça représente un son. Ça doit représenter un œil. Mais c'est encore extrêmement vague. Ce sont les images qui sont mises en forme. Et ces glyphes vont arriver à se purifier ou se simplifier au point que ça devienne vraiment des formes et par exemple, le C pour l'horloge, la EF, elle ressemble à une fleur penchée, le B comme une boîte, etc. Le, Ça, nous sommes à ce stade-là, quand les glyphes, qui sont simplement des gribouillis, mais qui sont inspirés par les images, hein, mais quand les glyphes deviennent systématisés, deviennent formalisés comme ça, euh, que c'est ce qu'on appelle les lettres égyptiennes, les lettres qui sont, on va dire, hiéroglyphiques. Et nous avons ce stade ici qui a été déchiffré évidemment par Champollion, hein, qui voit que les, les images sont en fait des lettres, mais par Fabre d'Olivet, qui lui montre que les lettres sont des images. Hein. Donc on est dans cette étape entre Fabre d'Olivet et Champollion, qui sont deux contemporains, hein, qui avaient les points de vue adverse, inverse, comme dans ce miroir qui bascule, c'est-à-dire les lettres sont des images ou les images sont des lettres. Et nous sommes à un stade de l'humanité qui est le stade des hiéroglyphes, on va dire. Et nous avons une deuxième chose qui est constante depuis toujours dans l'humanité, une deuxième série, ben, ce sont les nombres. Les nombres, il y a un 2 3 4 5 alors on les écrit comme ça, mais ils apparaissent d'abord parce que quand il y a des choses semblables, si on a 3 œufs dans le nid, on voit bien que c'est différent qu'il y en a 4 ou un. Donc, par leur répétition, les formes vont induire une série de stimuli qui vont être enregistrés dans le cerveau comme ce qu'on va appeler des nombres. Hein. Et donc là, nous sommes à l'étude des représentations, hein. C'est-à-dire aussi bien des images qui peuvent être fictionnelles ou bien qui peuvent être peintes et écrites. Donc, soit par des nombres peuvent être écrits ou des formes. Et euh, se passe quelque chose à un moment du développement de cette sémantique, puisque on appelle ça des sèmes aussi, hein. Au moment de cette sémantique, il arrive à un moment où les glyphes, les glyphes, les hiéroglyphes, si on peut dire, sont assez euh,
stabilisés pour que qu'on les mette dans un certain ordre. Et c'est ce qu'on appelle l'alphabétisation. C'est un moment très important parce que c'est celui où, qui est apparu, ce sont on va dire, grosso modo, ce sont les peuples de la mer, ce sont on va dire, les Philistins, je crois, hein, qui ont posé les hiéroglyphes sortis d'Égypte et qui les ont mis en alphabet. Ils étaient sur la bande de Gaza et depuis, disons que Alors, Israël et la bande de Gaza, les hiéroglyphes, les gardiens du hiéroglyphe sacré que Moïse aurait volé à l'Égypte, donc ont des petits problèmes avec l'alphabétisation. Euh, le, euh, et j'ai aussi un petit problème puisque moi je m'arrête dans mon flux de langage. Nous sommes là à un moment de la sémantique, du développement sémantique, euh, où qui est crucial, hein, on le voit actuellement sur le terrain, sur la scène politique. Nous avons la répétition de ce qui s'est passé après la scène primitive entre Akhenaton, Moïse, et puis Athènes, Oedipe, Hélène, l'hellénisme de l'âge sombre, etc. Donc c'est un moment crucial. Et pour nous, on va maintenant passer sur toute cette psychohistoire que je vous rappelle à ce propos, à cette étape. On va passer simplement sur une clarification des choses. Quels sont les effets de l'alphabétisation? Eh bien, c'est qu'à partir, et là, je vais vous poser les termes de façon abrupte, hein, mais ça pourrait être très discutable, hein. Mais en tout cas, ça va produire quelque chose, l'alphabétisation, c'est que ça va pouvoir permettre de chiffrer le monde. Nous avons ici des images qui étaient euh, épinglées par des glyphes, hein. Mais vous voyez que quand on a alphabétisé, ce C, il correspond au 3. Le F, qui est ben, derrière le chiffre, il correspond au 6. Le B, il correspond au 2. C'est-à-dire qu'on va pouvoir chiffrer et donc calculer d'une certaine manière les anciens glyphes. Et nous, on va appeler ça chiffrage. On va appeler ça ensuite, à ce moment-là, cette série de glyphes, cette série hiéroglyphique devient, devient ce qu'on appelle la clé, une clé, et la cryptographie nous enseigne actuellement, si vous avez un portefeuille Bitcoin, vous savez que la véritable chose qui est cachée ou qui est détenue par la clé qui est chiffrée et qu'on peut éventuellement déchiffrer, mais ce que l'on trouve quand on a des chiffres, c'est ce qu'on appelle une graine, seed, S-E-E-D en anglais, et c'est la marque de ferme, enfin qui contient le contenu de votre portefeuille de valeurs, hein. Et donc, nous sommes arrivés là par ce parcours sémantique, hein, à deux sortes de graines. Il y a les graines des objets et puis les graines des lettres et des sèmes. Et puis, nous avons de quoi bâtir ce qu'on appelle une pulsion hiérarchique avec cette sémantique. Là, ça a été mon deuxième parcours et on est bien dans les temps parce que la suite, ça va être justement d'appliquer cette connaissance de cette mise en ordre des étapes variées des images, hein, soit des glyphes, soit des lettres, soit des codes, soit des chiffres, ces états variés du SEM, puisqu'on sème des graines, on peut encore jouer avec ça, mais ces états variés peuvent, maintenant qu'on les a distingués, on va pouvoir, peut-être, on va en faire l'essai, les appliquer dans notre débat
de savoir, tiens, est-ce que la proposition de notre bouc LM, c'est une régression? Et si c'est une régression, qu'est-ce qui vient à la place? Justement, qu'est-ce que la cryptographie ou cette sémantique apporte de plus, qui fait que, effectivement, remettre du Brunelleschi après, réactualiser Brunelleschi après Lacan, c'est une raison justifiée, mais peut-être à condition qu'elle intègre justement la sémantique. Sinon, ça va simplement être une régression vers l'étape l'étape orale en fait, hein, qui est décrit comme ce qui s'est appelé aussi avec Conan Doyle le scandale en Bohème, et où c'est là où la femme existe, c'est l'époque de la mère, du matriarcat, donc de cette phase orale, hein. Donc, Denis, est-ce que vous avez une petite intervention euh, à faire avant que l'on passe à la troisième développement? Ça va? Vous suivez? Ça va? Vous voyez un petit peu Oui. comment je parcours les choses, hein? D'accord? Ok. On continue alors, hein. Le- Donc, voici où on en était. C'était la fin de la troisième session et on va reprendre maintenant celle-ci. C'est-à-dire qu'on va voir, là on revient à au premier paragraphe, hein, premier diaporama qu'on a fait. On a ici la proposition de notre bouc LM, on l'a un petit peu amélioré, on l'a détaillé, on a montré que c'était chargé de choses assez profondes et assez complexes. Et on va voir si euh, s'il s'agit, on va faire l'hypothèse, on va dire oui, mais attention, notre bouc LM, quand il fait ça, quand il nous dit il faut aller vers le Brunelleschi, on va dire c'est une régression. On va faire l'hypothèse. Et si c'est une régression, donc on va le mettre dans l'autre sens, on va rapporter le Brunelleschi, si on va de gauche à droite, hein, on va la remettre en ordre, on va dire Brunelleschi est antérieur à Lacan, donc on va le remettre là et on va voir ce qui, évidemment, il y a une place vide ici, et si c'est une régression et si nous arrivons à le démontrer, c'est parce que nous aurons prouvé qu'il y a une troisième étape qui est une progression et qui effectivement retrouve celle de Brunelleschi, mais avec une quantité considérable d'adjonctions, qui sont celles de la cryptographie. Or, ces adjonctions, on va voir qu'elles sont puisées de la phase lacanienne. Et c'est cette phase lacanienne qui va tomber en pourriture, peut-être, mais qui va apporter cette maturité de la phase orale qui va pouvoir devenir, comme on dit, génitalisée, et en même temps que l'analité va être aussi entrer dans une génitalisation. Donc c'est un réagencement. Donc on va faire cette hypothèse comme ça, euh, en, en récapitulant qu'il y aurait, puisque nous sommes, ce qui nous intéresse, c'est ici le sujet, l'être humain qui va mettre son tableau, qui va mettre son miroir, qui va faire son baptistère. Donc le sujet, il est dans le petit trou du tableau. C'est là, c'est le point, à l'époque de la Renaissance d'ailleurs, c'est là où on découvrait le point, le centre de gravité, etc. Donc c'est la pupille, c'est le point et c'est aussi le semblant, puisque c'est dans le semblant que l'on va trouver l'image fictionnelle, hein. Donc on est à ce stade où déjà c'est considérable. Le point, je le répète, c'est le centre de gravité de Galilée à l'époque, hein, qui va venir, enfin un siècle après, mais on est donc à cette première étape maturité de la phase orale qui avance si bien qu'elle va pouvoir passer à cette seconde phase, à la phase dite anale, c'est-à-dire la phase de la marche du corps, de l'individualisation, mais c'est aussi du cadavre, c'est-à-dire de ce que l'on chie ou du corps que l'on enterre, du déchet, mais aussi où le semblant est devenu au stade du symbole, parce que ici, c'est dans l'identification au symbole que le sujet peut devenir délirant, paranoïaque.
Il se prend pour le roi, il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour un baptistère. C'est complètement paranoïaque, mais néanmoins, par ce symbole, en se prenant pour un symbole, il va accéder à une proposition du monde qui va s'avérer fâcheuse et qui va être celle de Thanatos, de la pulsion de mort et de la pollution. C'est celle auquel on est enfin au stade où on voudrait bien arriver à progresser au troisième stade, qui serait à ce moment-là le stade du corps, de l'appareillage. Ça, c'est parce que c'est la cryptographie qui s'est insérée dans cette succession de pulsionnels, hein. Et c'est le stade de Eros. Là, nous étions à Thanatos et là, nous étions dans les limbes, si on peut dire. 1415, 1950, 2025. Donc, ça, euh, nous aurions démontré à ce moment-là que notre Bouquelem, en précipitant un retour à Brunelleschi, aurait fait le classique phénomène de régression et qu'on pourrait néanmoins s'y appuyer pour baser une progression qui serait celle. Alors, si on reprend les étapes de la psychanalyse lacanienne, nous disons la psychanalyse au XXe siècle, c'est-à-dire celle autour de 1950, où nous avons ici la lettre volée d'Edgar Poe, hein, définie par Lacan. Nous avons ici le scandale en Bohème, c'est Irène Adler. C'est ici où nous avons la femme, la mère. Ici, la femme n'existe pas, puisqu'il n'y a que des baptistères, si on peut dire, qui ne voient que des êtres humains en image ou des objets ou des objets. Et ici, nous sommes dans ce roman qui s'appelait La Seconde Génération, qui répond, qui succède, c'est un roman écrit en Californie, hein, une radio, un roman radiophonique, hein, et c'est l'âge, l'époque de la fille. C'est de cette étape d'une identification de la femme orale, si on peut dire, avec le bâton euh, patriarcal de la phase banale, aboutit à cette phase qui est celle de la fille. Ça s'appelle la seconde génération et en psychohistoire, on va la rapprocher de Hélène. Mais on doit passer à toute allure là-dessus pour bien comprendre les étapes néanmoins de ce que l'on fait. On va détailler un petit peu cette industrie nouvelle qui est l'industrie du code, c'est-à-dire l'étape orale qui a bénéficié d'un passage par cette étape anale. Donc cette industrie du code, voici ce que c'est. Et c'est pour ça que nous avons parlé de cryptographie tout à l'heure. Je rappelle, et là on va passer à tout à fait autre chose, c'était le premier bouleversement dû à notre Bouquelem qui nous a appris que euh, qu'est-ce que c'est que nous avons des séries de lettres ou des séries de chiffres. Ces séries se croisent pour créer des objets. Ceci a été décrit par Lacan dans ce qu'il appelle le graphe du désir, où nous avons une série qui s'appelle l'énonciation et une série en dessous qui s'appelle l'énoncé, c'est le signifiant, c'est les séries de la demande, si on peut dire. Et donc c'est la schématique lacanienne qui va expliquer comment deux séries peuvent se joindre pour faire justement du code et du chiffre, comme on l'a vu tout à l'heure après l'alphabétisation. Ces deux séries, en effet, euh, peuvent se croiser, se rencontrer, et leur rencontre est théorisée par le modèle de la cybernétique, par Lacan. C'est quand il y a un appareil, c'est quand il y a du chiffrage du code, du code cybernétique, il y a une possibilité. Lacan a appelé ce stade le point de Capiton. C'est aussi bien le lieu du fantasme, ce qui est logé dans ces deux cordes qui se frottent là, c'est le point du fantasme, mais c'est quand on capitonne un matelas, on fait un point qui ramène les deux surfaces, l'une qui rattache les deux surfaces à l'autre. Donc il a appelé ça le point de Capiton. C'était la théorie lacanienne du point de Capiton. Et
cette rencontre de deux séries, cette rencontre de deux séries sémantiques, quand nous sommes à l'époque de la crypto, nous avons découvert que ici nous avons Alice et que lorsque Alice envoie un message à Bob, il y a un effet particulier. Bob va recevoir dans ce croisement, Bob va recevoir l'inconscient d'Alice. Alors là, je ne vais pas en faire tout le détail, on en a beaucoup parlé, mais ceci, c'est pour nous permettre de mettre en place nos éléments qu'on a étudiés d'abord, c'est-à-dire que ici nous avons du code, hein, nous sommes dans des séries de chiffrage, hein, et puisque donc Alice envoie un message codé, un message chiffré à Bob. Et c'est-à-dire qu'elle envoie du code, et le meilleur code qui soit, c'est d'envoyer de l'ADN. Hein. Elle envoie l'ADN. Nous avons ici maintenant l'ADN qui est adressé à l'appareil, au laboratoire génétique, si on peut dire, ou à l'industrie de la génétique. Quand elle est archaïque et quand elle arrive restée oralement, c'est l'industrie du racisme. Mais si elle a parcouru toute la cryptographie, elle va pouvoir, au lieu de l'inconscient, trouver ce que B va renvoyer à A ou à sa pareille, c'est le code génétique qu'on va appeler vrai, si on peut dire. Hein. Et donc, nous pouvons, dans notre modèle, le rénover ou le mettre complètement, vérifier que, que la prise du modèle de Brunelleschi par le chiffrage, effectivement, est consistant, réalisable, parce que nous avons à ce moment-là mis le dispositif qui peut recevoir l'ADN conservé. C'est ce que Brunelleschi avait mis en tableau derrière le baptistère, c'est-à-dire tout le code génétique ici. Donc l'ADN est conservé, et dans l'ADN conservé, le sujet va voir son image fictionnelle et il va voir l'ADN. Mais à ce moment-là, tout le parcours que nous avons fait depuis le début nous montre que c'est une configuration extrêmement riche que l'on retrouve dans la succession ici, où on recompare notre première succession, on se demandait si effectivement l'application du code allait effectuer une transformation de Brunelleschi, et effectivement, nous l'avons bel et bien porté à une modernité qui, qui est tout à fait concrète, objective, réaliste, et qui a intégré aussi bien la sémantique, la hiérarchie, le code du symbolisme et du lacanisme, et qui a en même temps véhiculé la partition originaire orale. Et je rappelle que notre webinaire précédent s'était effectivement terminé par le modèle lacanien, où nous trouvions le, le chromosome conservé, le chromosome où le moi va être identifié. Ça, on passera ensuite, on comprendra. Nous arrivons à la conception du moi, et le corps est ici ce qui va être le, le miroir pour la seconde génération. Donc je suis arrivé dans les temps à quelque chose d'assez difficile, mais que j'ai déroulé peut-être de manière que, Denis, vous êtes mon testeur en quelque sorte là, hein, vous Et moi, je voyez la suis. cohérence du déroulement de la logique, parce que ce que nous tentons de faire, c'est de nous dire aujourd'hui où la génétique, l'industrie va commencer à traiter et manipuler nos codes par des petites substances, des opérations de traitement de l'ADN. Quelle est la configuration qui va nous permettre de garder d'abord conscience
et deuxièmement, de garder, d'avoir une analyse de l'inconscient, c'est-à-dire de connaître notre histoire et notre désir, hein. C'est-à-dire de rester des sujets humains, en fait, par ce montage qui est celui de la conservation de l'ADN, que l'on peut réappliquer, où l'on retrouve les grands schémas structuraux des conceptions du monde à la Renaissance et puis au XXe siècle. Euh, Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que notre bouc LM va pouvoir sortir. On va voir, bien sûr. Oui, oui, oui. Parce que c'est Mhm. vrai, il était très catégorique par rapport à Lacan. Il disait que Ah oui, il était très c'est un acide, serpent hein. qui se mordait la queue. Enfin, Oui, c'est. oui, oui, oui. Eh bien, c'est vrai. Et en plus de ça, c'est vrai. Il m'avait fait dire, enfin, s'il traduisait le webinaire, il faisait dire au webinaire des choses vraiment féroces contre Lacan. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alors ça, que le lacanisme doit être complètement dépassé, que c'est vraiment une stade, c'est une fixation au stade anal. Alors, bien sûr, dites ça aux lacaniens, c'est pas la peine même d'essayer d'en parler. Mais euh, notre Bouquelem avait été très très sévère, oui, tout à fait. Oui. On va voir ce qu'il va dire maintenant. Hmm. Oui, oui, Ou oui. en tout cas, et on va voir si, ou on aura vu si ce que j'ai dit avant que notre Bouquelem le réinterprète, mais si ce que j'ai dit Je était un peu compréhensible suis et curieux élucider les de voir. choses. Hmm. Mhm. Bon, nous sommes à 27. Dom a toujours pas, est pas apparu. Je ne sais pas s'il a suivi, sans doute s'il était là. Euh, mais il va peut-être rester dans dans l'ombre où il aura. Ah, le voilà, salut. Salut Dominique. Salut. Ouais, non, j'ai suivi. Tu as suivi ce Autant que parcours? Voilà, d'accord. je le puisse. Oui, d'accord. Les, Je crois qu'on a. les deux, Oui, dis. les schémas avec le capiton, là, les deux schémas avec le capiton, m'ont permis de comprendre pourquoi à un moment on avait parlé de la réflexion, de la réfraction, tu sais, du rayon Oui, lumineux qui est oui, dévié par la surface de oui, l'eau, etc. tout à De fait. champ On- au milieu. Donc ça m'a fait comprendre la cohérence du propos parce qu'il oui. y a des fois Mm. quand on prend les éléments dépendamment, c'est pas évident de faire le lien. Bien sûr. Ouais. Oui, oui, oui. Ben voilà, donc là on a avancé. Alors, il nous reste une minute, après on va peut-être converser ensemble. Il reste 2 minutes, le temps de faire une annonce. La société DNA Leg est créée, voilà, elle est constituée, elle a son fameux CABIS et elle va pouvoir faire participer à l'industrie de la conservation ou à l'activité de conservation de l'ADN nominal, hein, de la personne humaine qui nominalement, dans ce miroir, se voit, elle, comme ADN. Et donc, la société est créée. On va voir ce que ça va donner. D'ores et déjà, elle a parcouru des épisodes assez chaotiques. Bon, mais enfin, elle est là. Et deuxièmement, c'est tout à fait autre chose, mais en fait, c'est tout à fait coordonné à ça, ça tombe très bien. Le livre d'Olivier Ruca qui s'appelle Les Mémoires d'Akhenaton, que Ah, Olivier m'avait demandé de préfacer, est paru. Et j'ai reçu tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, j'ai eu le temps de l'ouvrir l'enveloppe, mais pas plus. J'ai reçu un exemplaire de ce livre dont j'ai fait la préface. Et dans la préface, j'expose comment, à partir d'Akhenaton et de l'histoire d'Akhenaton et du roman d'Olivier, comment on peut lire une description de ce moi qui est triple et qui est celui dont nous parlons dans le modèle optique ou bien dans Mulholland Drive, les trois femmes, la mère, la femme et la fille, etc. Enfin, dans cet endroit-là, où se trouve le moi mature de l'individu, de notre civilisation. Si on arrive à être civilisé après le processus de la civilisation.
Voilà, nous sommes à 30. J'interromps là-dessus. J'arrête.